Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. François Hollande en première ligne pour le 2e anniversaire de son élection. Le chef de l'État a pris soin d'occuper le terrain avec une longue intervention médiatique et une visite à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. En position très difficile, 2 ans après son accession à l'Élysée, il a voulu se poser en président de combat, assumant ses choix. On en parle avec de nombreux invités ce soir. L'opposition a vivement réagi aux déclarations de François Hollande sur un report d'1 an des élections régionales et cantonales prévues en 2015. Alors que le chef de l'État veut prendre le temps de mener d'abord la réforme territoriale, l'UMP accuse la majorité de tripatouillage pour s'éviter un camouflet dans les urnes. Toutes les réactions à suivre. Une fusillade fait 2 blessés graves devant l'hôpital Larcher de Nice. La sœur de l'ancien homme d'affaires monégasque Michel Pastor a été blessée par balle, ainsi que son chauffeur en début de soirée. Plusieurs individus sont en fuite après cette fusillade. Pierre Gattaz tente de justifier son augmentation de salaire, tandis que le Canard enchaîné révèle sa rémunération en hausse de 29% l'an dernier en tant que dirigeant d'entreprise. Le patron du MEDEF répond qu'il s'agit de la part variable indexée sur les résultats obtenus. Cette polémique intervient alors que Pierre Gattaz prône une modération salariale pour faciliter le redémarrage économique. Enfin, dans l'actualité, le groupe islamiste armé Boko Haram, qui détient plus de 220 lycéennes enlevées à la mi-avril, est soupçonné d'avoir kidnappé 8 autres adolescentes aujourd'hui dans le nord-est du Nigeria. Cet enlèvement en masse d'adolescentes est sans précédent depuis la création de ce mouvement, dont les attaques ont déjà fait plus de 1500 morts depuis le début de l'année. Les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Une journée sur plusieurs fronts pour occuper le terrain. En ce 6 mai 2014, 2 ans après son accession au pouvoir, François Hollande a voulu monter en première ligne à la télévision pour un entretien d'1 heure et en déplacement à Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Plus impopulaire que jamais, le président dit vouloir aller plus vite et être jugé dans 3 ans. Résumé de la journée avec Mounir Soussi. Pour renouer le lien avec les Français, François Hollande a choisi de passer par la ligne directe. Dans un exercice inédit, le président en personne a répondu aux questions d'auditeurs par téléphone. Donc actuellement, j'arrive en fin de droit chômage faute de manque de travail sur le territoire français. Et donc, je vais vivre avec 490 € d'ASS et je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour moi, Monsieur le Président. Ne pas vous laisser dans cette situation. Une communication plus spontanée, guidée par une volonté d'explication. Après 2 premières années brouillées par les couacs, le chef de l'État veut ouvrir une nouvelle phase et promet même une accélération des réformes. On va aller plus vite sur la réforme territoriale. On va en reparler. On va aller plus vite sur la simplification. On va aller plus vite sur l'allègement du coût du travail. On va même aller plus vite sur les impôts qui doivent baisser. Après la mise au point dans les médias, François Hollande tente de reprendre la main sur le terrain avec un déplacement sur le thème de l'emploi et de la jeunesse à Villiers-le-Bel en banlieue parisienne. Il repart sur les fondamentaux qu'il a portés pendant sa campagne pour donner un second souffle à son mandat. Sur le fond et sur la forme, l'intervention de François Hollande a suscité de nombreuses réactions politiques. Si la majorité souligne un langage de vérité et un président au combat, eh bien l'opposition y voit au contraire un témoignage d'impuissance. Les réactions avec Fabrice Cunet. Dans la classe politique, l'exercice de style présidentiel a fait parler. Le pari était risqué, le premier secrétaire du PS approuve. Cohérent, combatif, concentré, n'esquivant aucun problème, répondant à tout. Mais à la gauche du parti, qu'importe la forme, c'est toujours le fond qu'il faut changer. Je ne suis pas d'accord sur cette ligne politique-là. Et j'espère que le président va évoluer dans ses prises de position au regard de ce que sa majorité lui dit, car aujourd'hui, il n'est pas majoritaire à gauche. Au front de gauche, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon sont au moins d'accord sur un point. Le président fait fausse route.
Le problème avec François Hollande, c'est que quand il perd un point de popularité, il se sent obligé d'en rajouter une couche dans la mauvaise direction. Je déplore l'abaissement de sa pensée, parce que quand on a en tout et pour tout comme slogan « plus vite, plus fort », qu'on le répète 5 fois, on n'est pas aux Jeux Olympiques là, on n'est pas en train d'organiser une course, on est en train d'organiser la vie d'un pays. Ce matin, à la réunion du groupe UMP au Sénat, la séquence présidentielle laissait perplexe. On veut des réalités. Les Français attendent autre chose du président de la République qu'un exercice de communication. Que le temps perdu ne se rattrape plus. Je n'invite les socialistes à se souvenir de Barbara. Au fond, on a perdu aujourd'hui 2 ans. Si Jean-Pierre Raffarin joue les aigles de mauvais augure, François Hollande scrutera surtout les sondages pour voir s'il a renoué le dialogue avec les Français, à défaut d'avoir convaincu les politiques. Et c'est l'annonce de cette intervention télévisée. François Hollande envisage un report des élections régionales et cantonales de 2015 à 2016, soit après la mise en œuvre de la réforme territoriale, un changement de calendrier qui a provoqué l'ire de la droite. L'UMP dénonce un tripatouillage électoral. Les détails avec Camilla Campuzano. Les réformes, pied au plancher et même pour les départements. Ils pourraient être supprimés dès 2017. 4 ans plus tôt qu'initialement prévu. Accélérer la réforme territoriale, ce n'est plus se projeter en 2020 ou 2021, c'est de la mettre en œuvre dans le temps de ce quinquennat. En tous les cas, on ne peut pas dissocier la régionale des départementales. Conséquence de ce bouleversement territorial annoncé, le report des élections régionales de 2015 à 2016. 1 an de plus, le temps de mettre en place le nouveau découpage des régions. Bonjour, votre position aujourd'hui ? Moi, c'est la même que celle de février, où j'avais demandé effectivement un report à l'époque, comme vous le savez, puisque c'était public, pour pouvoir avancer mieux sur la réforme territoriale. La droite dénonce déjà un déni de démocratie, une stratégie politique. Comment peuvent-ils à la fois et en toute rapidité supprimer les départements, vouloir unifier les régions, mais tout cela, modifier quoi en fait? Tout cela, c'est pour camoufler l'échec d'une politique. L'organisation territoriale mérite une réflexion. C'est au Sénat d'ailleurs que cette réflexion commencera, mais elle ne peut pas être un rideau de fumée face aux insuffisances, aux échecs et aux incompétences. Pour réformer rapidement les territoires, reste à convaincre les parlementaires, une tâche qui s'annonce complexe, même parmi les socialistes. Il s'est fait très discret depuis son départ de Matignon. Jean-Marc Ayrault était de retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale le jour du second anniversaire de l'élection de François Hollande. L'ancien Premier ministre explique être dans un état d'esprit très serein pour des fonctions plus libres et l'actuel Premier ministre a salué ce retour tout en insistant sur la poursuite de la voie des réformes. On écoute Manuel Valls. Le cap est le même. Et je veux à mon tour, peut-être de manière un peu plus appuyée et prononcée, saluer le retour de Jean-Marc Ayrault parmi nous, parmi vous, et lui dire, comme je le dis à la majorité, que nous allons poursuivre dans la voie des réformes. Dans l'actualité ce soir, Pierre Gattaz tente de justifier son augmentation de salaire, tandis que le Canard enchaîné révèle sa rémunération en hausse de 29% l'an dernier en tant que dirigeant d'entreprise. Le patron du MEDEF répond sur son blog qu'il s'agit de la part variable indexée sur les résultats obtenus. Cette polémique intervient alors que Pierre Gattaz prône dans le pays une modération salariale pour faciliter le redémarrage économique. François Hollande l'avait appelé ce matin à la responsabilité. La suite du 22h et dans un instant, le débat du mardi soir, région, économie, orientation de sa politique, réforme, rapport avec son Premier ministre et sa majorité. La 3e année du mandat de François Hollande commence et sur tous ces sujets, débat à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Mais d'abord, cette information, je vous le rappelais en titre, un véritable guet-apens à Nice. Une fusillade qui a fait 2 blessés graves devant l'hôpital Larcher en début de soirée. La sœur de l'ancien homme d'affaires monégasque Michel Pastor a été blessée par balle, ainsi que son chauffeur. Tout à l'heure, plusieurs individus sont en fuite en ce moment après cette fusillade. Et à présent, le tour de l'info en France et dans le monde, il est préparé par Flora Sauvage.
23 jours après leur enlèvement par le groupe islamiste armé Boko Haram, les 223 lycéennes pourraient avoir été vendues et déplacées au Tchad ou au Cameroun. Au Nigeria, un rassemblement a eu lieu pour réclamer leur libération. Le groupe extrémiste Boko Haram a revendiqué l'enlèvement lundi, promettant de les traiter en esclaves et de les marier de force. La communauté internationale a condamné l'enlèvement alors que 8 autres jeunes filles auraient été enlevées aujourd'hui. L'esclavage, qu'il soit sexuel ou non, est strictement interdit par le droit international. De tels actes peuvent constituer, dans certaines circonstances, des crimes contre l'humanité, qui est l'un des crimes les plus graves. C'est une taxe à minima qui verra le jour en Europe en 2016. Mais cette taxe sur les transactions financières ne concernera dans un premier temps que les actions et certains produits dérivés. Autrement dit, cela ne correspond plus du tout à l'objet initial qui visait à taxer toutes les transactions financières à raison de 0,1%. Un sujet qui suscite à la fois le dépit des ONG qui auraient aimé aller plus loin et la colère de certains pays comme le Royaume-Uni. Une centaine de surveillants de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en Essonne ont bloqué brièvement l'entrée de l'établissement mardi matin. Ils protestaient contre leurs conditions de travail et de sécurité. À Villefranche-sur-Saône, les surveillants ont incendié des pneus devant l'entrée de la prison. Ils dénonçaient les agressions croissantes et les sous-effectifs en personnel. Notre ministre, on aimerait bien qu'elle nous fournisse déjà un petit peu les moyens de sa politique, c'est-à-dire nous donner un petit peu des moyens en personnel et des moyens matériels pour réaliser notre travail, le travail qu'elle nous demande. 7 rédacteurs en chef et leurs adjoints ont démissionné de leurs fonctions au Monde. En cause, des désaccords avec la direction du journal. Le malaise s'est cristallisé autour du projet de réorganisation de la rédaction. Celui-ci prévoit le transfert de 57 postes de journalistes de la rédaction papier à la rédaction numérique. Enfin, la caricature de Plantu montre François Hollande dans une position sexuellement explicite. Le dessin a fait polémique. Dans son édition du jour, la rédaction a choisi de le censurer. La suite du 22h, François Hollande entame sa 3e année de mandat. Entre mea culpa et regret, le président a tenté l'amorce d'une reconquête aujourd'hui et il a affiché son volontarisme pour les 3 années à venir de son quinquennat. Pour en parler, on reçoit ce soir l'éditorialiste et essayiste Alain Gérard Slama. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Avec nous également Jean-Michel Ribes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes acteur, metteur en scène, directeur du théâtre du Rond-Point. Vous êtes également proche et ami de François Hollande. Merci d'être avec nous ce soir. Le sondeur Jérôme Sainte-Marie nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également président de l'Institut Polling Vox. Et notre chroniqueur économique est là, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, on va commencer par la fin de l'intervention de François Hollande. Et cette phrase, quand il dit qu'il n'a plus rien à perdre, on l'écoute. 2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué. C'est parce que les Français savaient bien quelle était l'ampleur de la crise. Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera la preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Donc c'est mon obsession. Comment voulez-vous qu'à la fin du mandat, si j'ai échoué sur la croissance, échoué sur le chômage, échoué sur le redressement du pays, je puisse dire j'ai la solution pour la suite? Voilà, et François Hollande qui ajoute « Je n'ai plus rien à perdre ». Alain Gérard Slama, je voulais vous faire réagir sur cette phrase d'abord. Alors, plus rien à perdre, c'est le pari de Pascal. C'est-à-dire, j'ai rien à perdre et tout à gagner. Bon, en réalité, il dit que c'est les Français qui ont tout à gagner, mais moi je vois un paradoxe, parce que s'il perd, c'est les Français qui perdent. Donc déjà là, ça m'inquiète un peu cette phrase. L'autre chose que je trouve tout à fait étrange dans son comportement, c'est qu'il nous dit effectivement « Je pars parce que j'aurais échoué ». Mais rien n'exclut qu'ils disent « Au fond, les autres seraient pires que moi, échoueraient encore plus, et par conséquent, du même coup, par rapport aux autres, je suis quelqu'un qui a déjà une dynamique à son actif et qui veut la poursuivre ». Autrement dit, je ne vois pas beaucoup d'engagement dans ce qu'il a dit, je vois une très belle rhétorique, et là nous avons un homme de théâtre qui saurait admirer, je pense, en artiste, le propos. Eh bien, peut-être votre réponse, Jean-Michel Ribes, en artiste et aussi en proche de François Hollande. Oui, mais moi je pense que François Hollande est un grand artiste de la politique. Il a commis une seule petite erreur, si je peux me permettre, c'est de ne pas assez dire dans quel état il a trouvé la France après Sarkozy. C'est-à-dire qu'il a minimisé ça, il a été assez élégant, il ne voulait pas.
Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir... j'ai l'impression que ce pays... compliqué et râleur et jamais content, etc., s'accroche de manière désespérée au XXe siècle et ne veut pas passer au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on reste sur des théories, sur des vieilles idéologies fanées, usées, etc. Et je trouve qu'Hollande propose quand même des solutions d'une politique nouvelle, d'une politique plus large, qui demande une solidarité, c'est vrai, mais qui sort de cette espèce de bipartisme, etc., enfin de tenaille entre ce Mélenchon, cette espèce de Tartarin de Tarascon déguisé en Saint-Just, et puis l'extrême droite, et puis Copé qui dit tout et n'importe quoi. Et je trouve quand même que dans ce brouillage des vieilles idées, des vieux trucs, ils se débrouillent pas mal parce qu'ils proposent une autre politique. Ouais. Alors manifestement, évidemment, ce n'est pas du tout partagé par la très grande majorité des Français. Oui. Les choses nouvelles ne sont jamais partagées. C'est évident. Ah, il est en avance sur son temps. Bien sûr, bien sûr. Oui, Jérôme Sainte-Marie. Les propos de M. Ribes, je suis désolé, mais me font penser irrésistiblement à un autre homme des théâtres, Bertolt Brecht, qui après les émeutes à Berlin-Est en 1953, me semble-t-il, disait, puisque le peuple ne fait plus confiance au gouvernement, il faut dissoudre le peuple. C'est pas tout à fait votre pensée, mais enfin il y a un peu ça. On va reprocher aux Français d'être ce qu'ils sont, d'autant plus qu'ils ont quand même élu François Hollande il y a 2 ans. Non, je trouve que le passage qu'on vient d'entendre est assez remarquable pour 2 raisons. La première, c'est que François Hollande, mine de rien, dit « j'ai été élu par défaut », ce qui a un immense avantage pour lui. C'est que ça lui permet de se délivrer en quelque sorte des promesses, des discours de campagne, qui ne sont pas du tout la tonalité, pas tout la tonalité de l'action qui est menée actuellement. C'est pour ça qu'il a un vrai problème avec sa base électorale actuellement. L'autre élément qui me paraît d'une suprême habileté, c'est de prendre cette posture objectivement qui a de l'allure, qui a du panache, de dire si jamais j'échoue sur le chômage, je ne rendrai pas. Mais c'est une en même temps, c'est un constat c'est de la lucidité, j'allais dire. Oui, c'est-à-dire que les Français sont intelligents aussi. La posture est remarquable, mais en même temps, effectivement, s'il échoue sur le chômage, il lui arrivera très probablement ce qui est arrivé à toutes les majorités nationales depuis la fin des années 70, c'est-à-dire de ne pas être réélu, et avec donc l'alternance serait effectivement inéluctable. Ce qu'il ne dit pas, c'est que quand même, enfin ce qu'il a un petit peu dit, soyons justes, c'est que soyez juste, voilà, c'est aussi le fait que on va être équilibré dans ce débat ce soir. Cette série de promesses sur à la fois la croissance, sur le chômage, etc., n'ont cessé de miner de l'intérieur la crédibilité du discours présidentiel. Les Français ne croient pas à la promesse du politique sur le chômage. Il faudrait mieux arrêter en réalité d'en parler plutôt que faire ce genre d'anticipation qui sont totalement Et pourtant, Jean-Luc Rombaud, aujourd'hui, de nouveau, François Hollande a lié, j'allais dire, son destin et son avenir politique à cette inversion de la courbe du chômage, mais il est vrai, à l'horizon 2017. Évidemment, il reporte la date de 2013 à 2017, et donc c'est un engagement, effectivement, là il joue quand même son destin sur cette affaire. Le seul problème, c'est qu'il dit baisse du chômage, mais il ne dit pas par rapport à quelle date, c'est-à-dire c'est baisse du chômage par rapport à aujourd'hui, ou est-ce qu'en 2017 il y aura moins de chômeurs qu'il y en avait en 2012. C'est quand même important si on veut faire des pronostics, parce que puisqu'il lie sa réélection à la baisse du chômage, c'est très intéressant de nous dire... C'est par rapport à 2016 en fait. Disons, je pense qu'il le fait par rapport à 2013, c'est-à-dire l'échéance qui a été ratée fin 2013, il peut l'avoir jusqu'en 2017. Parce que si c'est ça, par exemple, je pense que le pari est tout à fait jouable. Ah. Il est tout à fait jouable. Parce que si effectivement le taux de croissance qui nous est à peu près attribué par l'OCDE aujourd'hui, hier même par la Commission européenne, et puis évidemment plus optimiste par le gouvernement, c'est 1,5% de croissance, il arrive en gros à stabiliser les choses. Et s'il met en route toute son affaire à partir de 2015, comme il l'a réitéré aujourd'hui, c'est-à-dire des baisses de charges massives au niveau du SMIC jusqu'à 1,6 SMIC, et où on ne paiera plus de charges sociales, il va y avoir des embauches. D'ailleurs, il y a une expérience très intéressante en la matière, c'est celle de 2010 par Sarkozy, qui a fait exactement ça, mais pendant une seule année, parce que ça lui coûtait trop cher, et ça a été une création d'emplois massive. Donc, si vous ajoutez à cela tout ce qu'est en train de mettre en place M. Rebsamen en matière de formation, qui permet de faire glisser les chômeurs de différentes catégories, des catégories dont on ne parle pas, je pense qu'en 2017, sauf évidemment un retournement à l'envers, puisque le président a parlé de retournement de conjoncture à l'envers de la conjoncture, je pense que ça va marcher. Donc je veux dire par là qu'en 2017, il y a de fortes chances que François Hollande se représente. Excusez-moi monsieur, mais ça a l'air de vous ennuyer, c'est très drôle. Mais pourquoi vous êtes comme non, parce qu'on dit, mais si le chômage baisse, est-ce que c'est à partir de 2012-2016 il baisse? Il baisse, pardon? Non, mais je veux dire... Le chômage, il baisse pas en ce moment. Non, mais vous disiez
Est-ce qu'en 2017, il va calculer le chômage, le début de la baisse du chômage en 2012 peu importe, il baisse, c'est ça qui est important. Oui, c'est qu'il baisse. mais Même... si c'est au prix d'un endettement accru. Regardez ce qui s'était passé, justement, Jean-Louis a fait référence à 2010-2011. En 2011, il y avait eu une reprise de la croissance qui était de 2 points. Exact. De 2 points. Donc, il est facile à Sarkozy de dire, c'est pas vrai. On vous a pas laissé un héritage aussi épouvantable. Sauf qu'il y avait un endettement absolument énorme. Et on reviendrait à ce même cas de figure. Autrement dit, on va reprendre le même scénario. Et Hollande nous refera le même coup. Mais pourquoi? Mais pas forcément. Mais quel est cet acharnement c'est une incroyable? hypothèse que Mais essayez d'être... Monsieur acharnement. Slama, essayez J'ai d'avoir une... beaucoup de sympathie pour Monsieur Hollande. Je le vois. J'essaie d'être équitable. Oui. Et je n'appartiens pas du tout à un clan quelconque. Je sais, mais je veux dire que quand même, cette justice, on lui tape dedans tout le temps. Vous venez encore de dire que s'il réussit, il y aura un endettement. Il n'y a pas de solution. Comment? Il n'a pas dit la vérité sur l'héritage. Alors justement, voilà. parlons plutôt que l'héritage, la situation qu'il a trouvée, parce qu'on dit mea culpa et regret sur le fait qu'il aurait fallu réagir, c'est lui qui le dit, plus vite sur le débat pour le mariage pour tous, ou alors sur la gravité de la crise. Il n'accepte pas le procès en amateurisme, il dit clairement, j'aurais dû dire, la vérité là-dessus, Jean-Michel Ribes, oui, il y a eu un décalage, peut-être même une faute originelle. Non, c'est pas une histoire de... Non, c'est pas une histoire de vérité ou de pas vérité. C'est une histoire qu'il a voulu changer le style du cow-boy et de Zorro qu'il y avait avant, avec le lasso qui tirait des coups de revolver partout, etc. Il a voulu calmer la situation. Il fallait pas être caricatural, d'un côté comme de l'autre. Je suis très en dessous de la vérité. Je ne suis pas caricatural, je suis modéré en parlant de Sarkozy comme un cow-boy et Zorro. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je n'irai pas. Et je crois que M. Slama me suivra dans ce... Je n'ai jamais été indulgent pour aucun, c'est vrai. Alors sur la gravité de la crise. Non, c'est pas la gravité de la crise, c'est que tout d'un coup, il démarre avec cette espèce de peut-être formule un peu curieuse de normalité. Il commence d'où? Il commence à la différence de son prédécesseur. Voilà. Alors il aurait pu continuer comme ça. Mais moi, je trouve qu'on vit mieux sous Hollande que sous Sarkozy. Alors après, maintenant, il y a un certain nombre de choses. Mais quand on a des milliers de gens avec des poussettes dans la rue qui, je sais pas quoi, réclament papa, maman, etc., quand on a du racisme, quand on a sa ministre de l'Intérieur qui se fait insulter, quand on a l'extrême droite qui arrive, quand on a l'extrême gauche qui revient, il est dans une espèce de tenaille de tous les côtés. Père, regardez-vous à gaz, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit votre sentiment. Vous avez dit on vit mieux sous François Hollande. Mais parlons, non, moi j'ai plus chiffres... envie de dîner avec François Hollande qu'avec... Oui, mais les chiffres sont têtus, les chiffres du chômage, la situation par rapport au pouvoir d'achat. Il y a Barouin, M. Barouin, qui est un républicain honnête de droit, a dit l'autre jour qui ferait mieux à sa place. Alors justement, la question vous est posée puisque vous êtes sondeur, Jérôme Sainte-Marie. Non, je ne répondrai pas à cette question. Je dirais... Quel auteur dramatique vous allez me comparer maintenant? Ces références littéraires sont infinies, attention. Il y a quelqu'un qui a dit la vie est devenue plus belle, mais c'était pas un auteur, c'était pas un dramaturge. Enfin bref, c'est ce que pensent les Français en tout cas. C'est deux choses qui sont d'ailleurs pas forcément tout à fait complémentaires et qui montrent à quel point justement de crise politique dans laquelle nous sommes. Le premier, c'est que quand même massivement, les Français considèrent que le bilan de ces 2 premières années est mauvais. C'est un sondage CSA pour Nice Matin. 86% des Français le pensent. 65% des électeurs de premier tour de François Hollande le pensent. On voit quand même que la crise est profonde, comme les municipales l'ont montré. Mais en même temps, et c'est là où ça devient à mon avis beaucoup plus intéressant, c'est quand on leur demande mais est-ce que Nicolas Sarkozy aurait fait mieux? Voilà, c'était ma question. C'est pas la vérité, c'est la vérité de l'opinion simplement. Eh bien, 58% des Français considèrent que Nicolas Sarkozy n'aurait pas fait mieux. C'est bien tout le problème. Et pour aller plus loin, si vous voulez, ce qui se dégage de plus en plus dans l'opinion, et le problème, et d'ailleurs nos échanges en témoignent un tout petit peu, c'est le fait que à la fois la gauche ne se reconnaît plus totalement dans l'action de François Hollande, mais qu'en même temps, ceux qui au centre, voire à droite, pourraient trouver que sur bien des éléments, ces mesures sont assez acceptables. Évidemment, la logique politique, la logique parlementaire étant ce qu'elle est, évidemment, ils ne vont surtout pas voler au secours d'un navire qui, disons, fait un peu haut. Donc c'est là l'immense solitude de François Hollande actuellement, c'est celle-ci. Alain Jarraslama. Je ne veux absolument pas accabler François Hollande. Je suis d'accord avec ce sondage. Mais combien de temps allons-nous avoir un président qui sera un président par défaut, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on pensera que les autres auraient fait pire que lui. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que quand même la France s'endette de plus en plus, produit de moins en moins, a de moins en moins... Regardez les entreprises qui filent à l'étranger, regardez quand même, tout ça, c'est pas du déclinisme, c'est la vérité que nous constatons. La responsabilité collective, je le veux bien. Mais en tout cas, quand le président nous fait le coup de « moi je partirai si j'ai échoué », nous savons très bien qu'il pourra encore nous sortir l'argument « il y a pire que moi », moyennant quoi on perdra encore un quinquennat, des réformes nécessaires à faire et qu'on n'aura toujours pas faites. En France, on fait les réformes qui rendront possible les réformes. C'est nouveau, ça? Non, c'est pas nouveau, mais justement, ça commence à faire mais là, longtemps. il me semble que Valls prend le taureau par les cornes. Alors justement, on va poursuivre notre débat, messieurs, mais on va voir aussi ce que pensent bien nos voisins européens de ces premières années de François Hollande. Ils ont bien sûr leur avis, François Hollande au pouvoir. Julie, là, notre journaliste, est allée à la rencontre d'éditorialistes politiques italiens, allemands, qui donnent leur avis sur ce bilan d'étape et l'intervention du président ce matin. Regardez. C'était il y a 2 ans. La victoire du socialiste François Hollande divise l'Europe. L'homme du changement face à la crise. Celui qui inquiète une Allemagne conservatrice et rassure aujourd'hui encore l'Italie et l'Espagne. L'opinion publique italienne voit en François Hollande un partenaire en Europe, un partenaire fondamental pour l'Italie, mais aussi pour l'Espagne, pour équilibrer le pouvoir de l'Allemagne en Europe, en particulier à l'intérieur de la Banque centrale européenne. En face, la presse allemande s'inquiète d'une situation économique française qui menacerait l'Europe et de réformes qui tardent à se mettre en place. Mais pour certains, François Hollande a surtout fait une erreur stratégique. Il faut être lucide, je crois François Hollande, il a été un peu naïf, pas dans sa politique, mais il n'a peut-être pas assez clairement dit dans quel état il a pris ce pays. En ne faisant pas cela, il s'est désigné lui-même comme bouc émissaire. Un aveu d'échec en matière de communication exprimé par François Hollande ce matin. Pour les journalistes européens, l'exercice délicat est réussi, mais la défiance des Français à l'égard de leur président les surprend. Les Français sont tout le temps mécontents et c'est comme s'ils attendaient un miracle. C'est typiquement français, on a chassé un président, on l'a remplacé pour un autre pour le défier et le détester aussi rapidement. Des Français mécontents pointés du doigt, mais la presse européenne n'est pas dupe. François Hollande va maintenant devoir passer à la vitesse supérieure. Il a dit dans l'interview « Je n'ai plus rien à perdre ». Oui, mon cher François Hollande, vous n'avez plus rien à perdre. Vous avez tout à gagner en prenant des risques. Et prenez, une fois pour toutes, les risques qui sont indispensables. Alors, messieurs, Jean-Louis Gombault, que faut-il penser de l'avis aussi des éditorialistes étrangers, lucides, sévères? Tout à l'heure, on faisait un saut de culture, je pensais à Cocteau qui disait « Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur ». Donc, c'est un petit peu ça qu'il nous a expliqué. Une chose est parfaitement, je crois, il l'a dit ce matin, il avait sous-estimé le problème des entreprises. Il l'a dit, il l'a pas dit, je crois qu'il est beaucoup plus victime, non pas de ses engagements, car relisez les engagements de François Hollande, il n'y a pas grand-chose de décisif là-dedans. Il est victime non pas des engagements non remplis, il est victime d'une sous-estimation de la crise. Regardez les perspectives de croissance qu'il avait établies dans son programme. Et il avait établi, par exemple, pour 2000, il avait dit en 2015, je serai à 3%. Je serai à 1,7% de déficit. Il sait qu'il sera à 3%. La croissance sera à 2,5%. Donc, il n'a pas vu ça. Et pourquoi ne l'a-t-il pas vu? Il n'a pas vu parce que quand vous êtes candidat à la présidence de la République, la seule chose qui compte, c'est prendre le pouvoir. Et je ferai mieux que l'autre. Et donc, vous êtes omnibulé par cette prise de pouvoir. Et si vous dites aux gens, en 2014, vous aurez 0% de croissance, en 2015, vous ne prenez pas le pouvoir. Donc, en réalité, il y a une sous-estimation de la crise. Et alors, je pense que depuis, il a complètement incurgité cette affaire et il accélère le mouvement. Et évidemment, ça se fait aussi à son détriment. Ouais, vous ne pensez pas quand même qu'il savait qu'il avait affaire à un parti socialiste extrêmement divisé, dans lequel il y a des gens très radicalisés, que vous avez décrits d'ailleurs cruellement, et qu'il a évidemment besoin de faire avec cette base-là. Vous ne pensez pas aussi que malheureusement, il nous disait tout à l'heure, par rapport à l'équipe antérieure, moi, la vie privée n'est pas entrée à l'Élysée, et il n'y a pas de parti à l'Élysée. Il y a quand même un parti socialiste qui quand même, malheureusement, qu'on le veuille ou non, se partage pas mal les places, y compris dans le domaine de la culture, d'ailleurs, notamment. Et donc, quelle conclusion en tirez-vous là, que malheureusement, le Parti
socialiste aujourd'hui n'est plus tellement représentatif des catégories ouvrières, mais d'abord des fonctionnaires petits et moyens. Et que cette catégorie-là, sociale, pèse extrêmement lourd dans le choix de sa politique. Alors ça, c'est de la culture, M. Slama. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il y a des... Je veux dire qu'effectivement, c'est une tradition en France. Vous m'évoquez une tradition, j'en oppose une autre. C'est qu'en effet, dans les milieux culturels, ils sont plutôt de gauche. Ils sont plutôt pas forcément au Parti socialiste. Pas forcément au Parti socialiste. Oui, enfin ça, c'est un autre sujet. C'est un secret de polichinelle. C'est M. Slama qui fait les secrets de polichinelle. On est obligé d'en parler très longtemps. Non, mais restons quand même sur ce qui intéresse aussi. Bien sûr que la culture intéresse tout le monde, mais restons aussi sur les classes moyennes, la fonction publique. Parce qu'on les a écoutés aussi ce matin. Alors c'était un panel, un échantillon, je ne sais pas s'il était représentatif, qui a interrogé François Hollande, mais on voyait une mosaïque de vie et une mosaïque de difficultés interroger le président ce matin. Oui, c'est classique. De toute façon, l'exercice de ce point de vue-là était difficile pour le président de la République. Ça donne une parole assez fragmentée, parce qu'encore une fois, ça c'est le style même de l'exercice. Mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Slama très justement. C'est effectivement la base politique, pas de la gauche en général, mais du Parti socialiste. Ce sont d'abord les 5,5 millions de fonctionnaires nationaux ou territoriaux, ou de la santé par exemple, qui ont voté à 76% au second tour pour François Hollande. C'est grosso modo le parti de la dépense publique, à la fois comme fonctionnaire, comme salarié, ou puis comme bénéficiaire, ce qui est tout à fait légitime par ailleurs, de toutes les aides sociales qui font encore l'État social français. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? J'essaie de dire simplement que si François Hollande s'était présenté il y a 2 ans devant les électeurs avec le programme qu'il a déployé très précisément quand même lors de la conférence de presse du 14 janvier, la nouvelle ligne qu'il a désormais clairement affirmée. S'il avait présenté ça aux électeurs, il n'aurait sans doute pas été élu président de la République. Les précédents, la fois, c'est pas une référence littéraire, c'est historique en l'occurrence, c'est désormais de l'histoire, c'est Jacques Delors en 1994, lorsqu'il s'exprime devant Anne Sinclair et qui dit « Je ne me présente pas parce que je n'ai pas la majorité pour la politique de réforme que je veux mener, d'aspiration européenne que je veux mener. » François Hollande, qui est très proche idéologiquement de Jacques Delors et qui mène une politique européenne assez conforme à ce que voulait faire Jacques Delors, eh bien lui a fait un choix autre. Il a dit il sera toujours temps, quand je serai élu, de dévoiler mon jeu. Aujourd'hui, évidemment, il n'aurait pas été élu avec ça et il aura du mal à être réélu avec cela. Oui, vous qui avez accompagné le candidat et puis le président, on a parlé, et d'ailleurs c'est le mot qui a été utilisé d'un tournant, on a parlé de plusieurs tournants. Vous reconnaissez plus qu'un tournant, une inflexion et peut-être même une cassure par rapport à ce qui avait été promis et proposé en 2012? D'abord, on ne parle pas non plus de sa politique étrangère, qui est quand même assez forte et une réussite, mais non, parce qu'on peut parler de tout dans la politique. Mais moi, je vais vous dire, je pense que François Hollande, je pense en effet, c'est moi qui ai dit un jour, ça a été repris beaucoup, que c'était un artiste de la politique. Je pense qu'il ne change pas, c'est les choses qui changent autour de lui. Il est donc pragmatique. Il est pragmatique et il s'adapte, mais les choses changent beaucoup autour de lui. Je veux dire que ça bouge énormément de tous les côtés. Que l'Angleterre, tout d'un coup, il y a Cameron qui fait ceci, ensuite il y a cela. Il s'adapte. Mais je trouve qu'il a quelque chose que ces gens qui sont beaucoup plus cultivés que moi en économie et en politique, mais moi j'ai l'avantage de Saint-Jean-Bouche-d'Or, je trouve qu'il a une espèce de constance. C'est un combattant qui a une constance. Et quand il est parti de Tulle tout seul avec sa petite canne et machin, il a une constance, il y est arrivé. Alors on a peut dire s'il aurait dit ça, il n'aurait pas été élu, etc. Mais il y est arrivé et je pense qu'il y arrivera. Et je pense qu'à travers les orages, etc., il continue. Là, il accélère. Mais je pense qu'il a une constance. Je pense que c'est un homme politique très fort. Je pense qu'il y a une résistance étonnante au bashing qu'il y a eu sur lui, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus constant et qui a un cap très suivi depuis le début. Alors après, il s'entoure d'une autre équipe maintenant qui est peut-être plus... Mais je pense qu'il ne change pas. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il mène une politique, qu'il a des vraies idées politiques et qu'il la mène, sauf qu'aujourd'hui, il l'a dévoilé lors de la conférence de presse. Je rappelle que sur cette conférence de presse, le mot travailleur, salarié n'est jamais prononcé, sauf une seule fois pour salarié. Alors que le mot compétitivité aujourd'hui est répété 3 ou 4 fois. On peut donc, c'est toute la fragilité actuelle, un gouvernement qui est réduit au Parti socialiste, où il y a quand même 41 députés, pardon, c'est pas des pourcentages, 41 députés qui n'ont pas voté le dernier texte, etc. C'est quand même un gouvernement qui aujourd'hui est sur une base incroyablement étroite, qui est très fragilisée. On dit qu'il faut qu'il prenne des risques, il en prend des risques. Si les gens ne suivent pas, ils ne suivent pas. Mais il prend son risque. Il a pris son risque aujourd'hui.
Et on pourrait vous citer René Char avec la 22 heures. On va arrêter pour les citations ce soir. Non, mais on peut ramener ça. Jamais le débat droite-gauche n'a été plus clair, d'ailleurs. Car lui prend des risques dans un sens qui n'aboutit pas au désengagement de l'État. Vous observez que les mesures qu'il prend, qu'il s'agisse du 6, etc., c'est toujours des négociations, des contrats, des pactes signés par l'État avec les entrepreneurs, mais sans leur donner vraiment une liberté, puisque il n'est pas du tout libéral. Ben non, mais on l'accuse de ça. La droite, en revanche, quand par exemple Sarkozy faisait... je vais me mettre, vous allez me réconcilier avec Sarkozy. C'est quand même grave ce que vous faites. Prenez des responsabilités. Mais c'est que vous avez une versatilité qui m'étonne, alors que je vous adorais pour votre haine de Sarkozy. Vous savez, quand je me compare, je me rassure. Hein, oui. C'est le propos de Voltaire. Donc en comparant, on finit par trouver que lorsqu'il y avait, par exemple, en effet, le retrait des charges sociales sur les heures supplémentaires, l'État là se désengageait. Un fonctionnaire sur deux de l'État se désengagé. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. On fait ce que me disait ma maman, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on coupe l'électricité en sortant de la pièce, on réduit la consommation de gaz, on diminue les subventions, on diminue les pensions de retraite, on ne revalorise pas plutôt, évidemment, etc. etc. C'est-à-dire c'est une politique de constriction assez étonnante, qui m'étonne d'ailleurs de votre part, parce que je la trouve finalement assez sévère, et on sert son civisme. Je pense qu'il y a un moment... La société n'a pas besoin de liberté, à votre avis? Non, mais ce n'est pas une histoire de liberté, c'est une histoire de solidarité. Il y a un moment, il faut que tout le monde s'y mette. Non, mais il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde fasse comme votre maman. Et d'ailleurs, elle a donné un fils qui se débrouille pas mal, donc c'est pas si mal. On ne va pas faire toute l'histoire familiale d'Alain Jurassien, mais il ne faut pas oublier quand même Jean-Luc Gombault, je veux qu'on en parle parce qu'on n'a pas encore parlé de cela. Il va y avoir peut-être, potentiellement, une très forte secousse à venir pour le président, peut-être, et sa majorité. Il n'a pas beaucoup parlé de l'Europe, pourtant il y a un scrutin majeur le 25 mai. C'est un potentiel autre coup de saumon, ça va venir, il ne faut pas l'oublier. Ah bah oui, c'est très difficile parce que, comme l'intervieweur a dit, le Hollande est venu à mes conditions. Peut-être que la condition posée par l'intervieweur était de ne pas parler de l'Europe, je ne sais pas. Donc cette phrase est assez surprenante à mon goût. Mais effectivement, on était très surpris qu'à 3 semaines d'un scrutin aussi important que l'Europe... Il n'y ait pas une prise de parole forte. Il n'y a même pas une prise de parole tout court. Il n'y a même pas eu un mot, je crois même, je peux me tromper, j'ai écouté attentivement, je ne crois pas que le mot même ait été prononcé. Non, mais si on n'interviewe pas dessus, il a la courtoisie. C'est pour ça que j'ai commencé par cela, monsieur. Oui, mais Jean-Michel Ribes, on pouvait attendre aussi du chef de l'État à quelques jours d'un scrutin aussi important, alors que l'abstention est un risque majeur, une prise de parole, un appel. S'il n'avait parlé d'autre chose, on aurait attendu qu'il fasse autre chose. Vous attendez tout, alors, lui, laissez-lui répondre. Je me permets de rectifier un peu mon propos, car lorsqu'il a dit effectivement qu'il avait œuvré un peu à la réorientation de l'Europe, mais de manière extrêmement brève. Et ça aurait mérité un petit développement malgré tout. Alors sur ce sujet... Je crois qu'il y a deux raisons essentielles à cette omission, en dehors même du format de l'émission. Après, voilà, il répond aux questions malgré tout. Mais c'est de la première chose, c'est que c'est quand même un peu difficile pour lui d'assumer le fait que la politique économique et sociale menée est quand même largement, je ne dis pas qu'elle est dictée par la Banque Centrale Européenne, mais en tout cas, elle est pour le moins eurocompatible. Et donc, c'est pas quelque chose qui peut le rendre très populaire vu l'image de l'Europe actuellement. Le second élément, c'est bien sûr le scrutin auquel vous avez fait allusion, donc à la fin du mois de mai. Scrutin qui me paraît pas être un rendez-vous très dangereux pour la majorité, enfin la majorité si on peut dire en place, dans la mesure où d'une part, c'est les élections, on le voit, qui intéressent peu les Français. On avait 40% de participation lors du dernier scrutin, on en aura probablement encore moins. Mais l'abstention est aussi une sanction quelque part. L'abstention, oui, mais enfin vous voyez, c'est un peu un non-sujet. Et par ailleurs, le Parti socialiste est un peu protégeant à cette affaire parce qu'il n'a fait que 16,5% des suffrages exprimés lors du dernier scrutin. Si les listes socialistes sont en deçà de 16,5%, ce qui était imputable au fait qu'il y avait une campagne très dynamique menée par Cohn-Bendit du côté écologiste. Eh bien, si le Parti socialiste ne fait moins de 16,5%, là, on aura franchi un degré dans la crise politique, mais ça me paraît quand même très improbable. Alors, messieurs, puisqu'on a parlé de la politique économique, des choses concrètes, on va voir aussi le bilan vu du côté des entreprises, et en particulier des PME. Notre journaliste Jérôme Rabier s'est rendu dans la banlieue de Lens à la rencontre d'un chef d'entreprise et de ses salariés, tandis que le président parle d'accélération, de simplification. Qu'en est-il concrètement? Regardez.
À la tête d'une PME de 23 salariés spécialisée dans la colle industrielle, Jean-Marc Barquier a choisi le Pas-de-Calais il y a presque 20 ans quand il s'est lancé. 2 ans après l'élection de François Hollande, son conseil est simple, c'est sur les PME qu'il faut s'appuyer. Vous multipliez Siloc par 100, 200 ou 1000 entreprises et vous aurez 200, 300 ou 400 000 emplois dans les TPE-PME. Il ne faut pas casser les jouets que l'on a sous la main, surtout quand ils sont productifs. Dans la société, les salariés sont partie intégrante du projet d'entreprise et le contexte dans l'industrie les inquiète forcément. Beaucoup d'entreprises qui ont été à l'étranger, l'automobile, dernièrement c'est l'automobile, maintenant c'est les transports. Si les patrons partent, c'est qu'il y a un problème. Soit qu'ils veulent gagner plus d'argent, ou soit ils n'ont plus les moyens de rester en France. Il y a 1 an, Arnaud Montebourg était venu visiter l'usine. Il en était reparti enchanté. Mais si Jean-Marc Barquier salue la volonté du ministre, il note un décalage entre les discours et les faits. Sur le crédit impôt recherche, qui est un excellent système, mais plus j'avance et plus j'ai l'impression, et plus nous avons l'impression chez Siloc qu'il n'est juste pas fait pour les PME, puisque le but du jeu c'est de nous coincer sur ce qu'on n'a pas fait pour pouvoir en bénéficier. Moyennant quoi aujourd'hui, on se retrouve avec, après un contrôle, une expertise universitaire qui va nous retoquer 80% de ce qu'on a fait. Ce refus de financement fragilise la société qui ne dégage que 100 000 € de bénéfices annuels. Alors plus que de nouveaux dispositifs comme le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est de la souplesse qu'il faut selon le patron. Pour Siloc, le CICE, c'est un plus, c'est bien, c'est un minima, mais c'est pas franchement ça que l'on attend. C'est ok, très bien, c'est fait, bravo, félicitations, c'est déjà un premier signal. Il faut que derrière, les structures qui sont associées à ça soient aussi dans le même mouvement. Des lourdeurs administratives qui ne sont pas apparues avec l'élection de François Hollande, mais qui dans un contexte difficile pèsent sur la vie des sociétés. Le choc de simplification annoncé se fait désormais attendre avec impatience. Jean-Michel Ribes, François Hollande dit qu'il faut aller vite, toujours plus vite. Alors c'est vrai, toutes les lourdeurs ne datent pas évidemment de son élection, mais ça ne s'est pas amélioré. Moi, ce qui m'amuse, c'est quand on parle d'économie, on ne parle jamais de culture. Et la culture n'est pas uniquement les musées, etc., le théâtre. La culture est une force économique essentielle. Est-ce qu'on sait qu'il y a plus de gens qui travaillent dans la culture que dans le secteur automobile, équipementier compris? Vous le rappelez ce soir, oui, non, mais c'est un levier économique. Les 80 millions de personnes qui viennent en France chaque année, ils ne viennent pas s'occuper des comptes des banques ou de la bourse, ils viennent voir ce que fait la culture. Et c'est notre pétrole, et la culture c'est notre pétrole, et on n'en parle jamais dans les histoires économiques, on voit toujours des PME, des machins. La culture est une force économique énorme, énorme. Vous savez qu'il y a plus de gens qui vont dans les théâtres que dans les stades de foot. Non, mais vous avez tout à fait... J'ai senti que vous intéresser. Ce sont des forces vives, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Non mais c'est économique, je ne veux pas parler de la culture pour la culture culturisante, culture qui est un mot qu'il faudrait réinventer, mais je veux dire que là il y a une force économique. Est-ce que il y a cette force économique-là et les autres forces économiques dont on vient de voir une illustration, est-ce qu'elles sont entravées, Jean-Luc Gombault, par justement ces lourdeurs administratives? Quand on parle aux patrons de PME, ils vous parlent essentiellement de 2 choses, les coûts et l'administration. C'est vraiment quelque chose, la paperasserie. Et forcément, j'en ai pris récemment, que très récemment conscience. Et effectivement, vous prenez le CICE. Bon, j'ai pas très bien compris d'ailleurs ce PDG là sur le loi. Mais c'est vrai que c'est un mécanisme complexe. Et c'est pourtant quelque chose de très important comme il le souligne, puisque ça fait baisser sa masse salariale de 4% et l'année prochaine de 6%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais si vous regardez l'ensemble des mesures, notamment sur les baisses de charges sociales, l'échelle, la dégressivité de cette baisse de charges, tout ceci est extrêmement, effectivement, compliqué. Ces gens-là sont obligés de sous-traiter une grande partie de leur gestion parce que c'est très compliqué et par rapport, donc, ça leur augmente encore leurs coûts. Donc, effectivement, ce n'est pas, disons, du baratin, c'est un véritable... Messieurs, je voudrais conclure par un tour de table en vous demandant, parce que cette journée donc, a été marquée, rythmée par une intervention télévisée, puis par une visite également sur le terrain à Villiers-le-Bel, dans le Val d'Oise. Est-ce que pour vous, selon vous, c'est l'amorce, j'allais dire, d'une tentative de reconquête de l'opinion? Monsieur le sondeur. Que ce soit l'amorce, oui, certainement. Et d'ailleurs, cette journée est réussie. Ça prouve que c'est aussi une démonstration de courage d'aller au contact de la population quand on est aussi impopulaire. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez réussi. Sincèrement, je ne crois pas que ça réponde du tout. Que ça provoquera une inflexion durable de la situation de l'opinion. Vous avez parlé d'abord, je vois l'hameçon, je ne vois pas la ligne. Derrière des chiffres, il faut des idées. Tout dépendra des résultats. S'il baisse le chômage, on revient au point de départ.
il y aura un retournement quelque part. Et Jean-Michel Ribes? Je trouve que c'est un très bon signe parce qu'en vérité, François Hollande, qui a toujours été ce qu'il est aujourd'hui, se dévoile. Et je pense qu'il continue dans sa voie et que ça va réussir. Je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. Il se dévoile. Oui, sans doute. En tout cas, pas au sens de se démasquer. Il reste lui-même. Oui, mais il n'a pas de masque quand il est lui-même. C'est un homme. Merci beaucoup, messieurs. Merci sincère. à vous. Merci d'avoir participé à ce débat. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous, surtout de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission politique. Preuve par 3, l'invité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Belle et douce nuit à vous. À demain, avec plaisir.